Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voilà, on est début mai, ça y est, le soleil brille, les gelées finalement sont derrière nous. Je pense que les saints de glace, nous ont pas fait de misère, cette année et c'est très bien comme ça. Aujourd'hui, on va parler de la distillation par entraînement vapeur. Alors pourquoi choisir la méthode de référence pour le suivi analytique de vos produits? Eh bien, c'est une question à laquelle je vais tenter d'y répondre au cours de cette présentation. Alors, on va prendre, 25 minutes ensemble et puis on aura un échange de questions-réponses qui durera le temps, nécessaire finalement, pour pouvoir, eh bien, vous apporter toutes les réponses à vos questions. Alors sans plus tarder, je vais commencer déjà par me présenter parce que c'est toujours intéressant lorsqu'on aborde ce type de présentation, c'est de se dire: «Mais finalement la personne de l'autre côté de son écran, qui est-elle? Qu'est-ce qu'il fait et qu'est-ce qui l'amène finalement, à nous apporter ce type d'informations?» Alors moi, je m'appelle Antoine Gruau, je suis énologue et bien, je suis en charge de, la partie, technique et commerciale pour, les laboratoires du Jardin Salleron, voilà, sur tout l'ensemble du territoire français et donc on s'adresse aussi bien, eh bien, à des producteurs de vin, aux laboratoires, aux organismes de contrôle, aux distilleries, aux brasseurs. Vous m'aurez compris, en fait, on s'adresse à toutes les structures qui sont amenées à analyser des boissons. Voilà. Avec ou pas d'alcool, vous le verrez aussi à travers cette présentation, c'est l'occasion de pouvoir, eh bien, voir tout cela. Alors si je suis, derrière mon écran aujourd'hui, c'est parce que, effectivement, on va aborder différentes thématiques. Déjà, le contexte actuel. Ensuite, j'aborderai les différents équipements disponibles, la spécificité des distillateurs automatiques et notamment le savoir-faire, la marque de fabrique du Jardin Salleron, les tests de conformité et enfin les aspects pratiques, les recommandations. Alors, petit rappel historique, je sais que parmi vous là qui êtes cet après-midi sur cette présentation, eh bien, vous connaissez déjà, les laboratoires du Jardin Salleron. J'aime à dire à chaque fois sur, toutes mes présentations. Ce n'est pas une entreprise née de la dernière pluie, hein. 150 ans, d'histoire, c'est, avant tout un esprit pionnier, voilà, qui a démarré, au moment des travaux de Pasteur, voilà, et donc avec l'invention du premier alcomètre, au XVIIIe siècle. Ensuite est venue, dès le 19e, la distillation de laboratoire et puis première, date historique 1824, la distillation devient méthode de référence. Voilà. 1930, c'est, l'avènement de la distillation par entraînement vapeur. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode de référence? Dans la filière des vins et des spiritueux, il y a un organisme de contrôle qui légifère sur les méthodes qui sont, dites de référence, c'est l'OIV, l'Organisation internationale des vins et des spiritueux et donc la distillation fait partie des méthodes de référence. Alors le contexte actuel, vous l'aurez remarqué, on observe une augmentation du niveau, d'exigence analytique avec, tant les audits clients, des audits, aussi, qui sont, suite à des, organismes de contrôle de, qualité, hein. Si vous êtes, sur une stratégie qualité ISO 9001, vous allez, devoir, faire des audits. Parmi vous, vous êtes nombreux aussi à, faire des audits type IFS, BRC, voilà. Ce niveau d'exigence analytique nécessite aussi, d'avoir ce qu'on appelle des garde-fous, des moyens de contrôle. La validation des boissons avec peu ou pas d'alcool, fait partie aussi du contexte actuel. Voilà, moi, ce que j'observe, eh bien, une émergence, de ce marché-là. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à l'observer. Si vous regardez les chiffres qui circulent actuellement, on est sur une progression à 2 chiffres sur les boissons avec peu ou pas d'alcool. Donc c'est, une vraie tendance, voilà, pas juste, un bruit de fond, mais une vraie tendance. Et puis, autre contexte actuel, la réduction des sulfites et l'usage de différents adjuvants et notamment du sorbate de potassium et on parlera à travers cette présentation justement, de la manière de pouvoir contrôler la teneur en acide sorbique. Pour terminer, à travers ce contexte actuel, il y a
que l'on appelle l'effet matrice des vins, avec des acidités volatiles élevées, où les techniques, de laboratoire, courantes, parce que j'ai envie de dire des analyses de routine, eh bien, se retrouvent limitées. Je prends l'exemple, eh bien, de l'analyse enzymatique. En général, la valeur du standard est de 1 gramme par litre, ce qui est déjà assez important. Mais sur des acidités volatiles élevées, eh bien, ce ne sera pas suffisant et on sera hors gamme. Et donc, d'où l'importance de passer par la méthode de référence pour avoir une fiabilité dans votre méthode de mesure. Alors, les méthodes de référence pour la mesure du titre alcoométrique, l'acidité volatile, donc ce que j'appelle AV, et l'acide sorbique, eh bien, on a ce que l'on appelle les analyses officielles, ce qui correspond à la méthode OIV, dont j'ai parlé en préambule. Donc, c'est la distillation par entraînement vapeur et la distillation directe. À savoir que l'entraînement vapeur, vous allez pouvoir faire la mesure de titre alcoométrique et les mesures d'acidité volatile et d'acide sorbique. Tandis que la distillation directe, vous ne pourrez faire que des mesures de titre alcoométrique. On peut distinguer deux types d'analyses, les analyses officielles et puis eh bien, l'intérêt des analyses de référence pour servir, entre guillemets, d'étalon pour calibrer les analyses de routine, les bibliométries, les méthodes enzymatiques, le proche infrarouge que j'appelle PIR, l'IRTF, donc l'infrarouge à transformer de Fourier, et enfin des méthodes HPLC. Les équipements disponibles au sein des laboratoires du Jardin Saleron, eh bien, vous avez notamment en ce qui concerne la distillation directe, soit l'alambic de laboratoire, soit le distillateur Alco 02. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai posté notamment récemment, un une information suite à une installation d'un distillateur Alco 02. Qu'est-ce qui va distinguer ces 2 éléments-là? Eh bien, c'est le temps d'analyse en premier lieu, et puis aussi le fait que le distillateur Alco 02, dans la géométrie de la verrerie, et puis dans les résultats obtenus, eh bien, il est en conformité avec ce que demande la méthode de référence. Donc, si vous êtes, par exemple, sujet à faire de nombreuses analyses, si vous avez besoin de vraiment d'avoir un équipement fiable et robuste, et forcément, l'Alco 02 sera un élément de choix. Il va falloir distinguer la distillation directe par l'entraînement vapeur. Et pour l'entraînement vapeur, on va avoir deux équipements disponibles, soit l'alambic type MOT, où là on va avoir deux résistances qui vont chauffer une petite chaudière remplie d'eau déminéralisée, et l'eau va passer à l'état vapeur et va venir chauffer l'échantillon qui est présent dans notre ballon. Les vapeurs vont monter dans la colonne, et ensuite on va pouvoir condenser les vapeurs. Donc là, en fait, qu'est-ce qui va distinguer l'un et l'autre? Là encore, la géométrie de la verrerie, et donc forcément le temps de distillation. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais l'alambic classique, eh bien, on est sur une distillation qui va durer 20 à 30 minutes minimum, tandis que l'Alco 02, on est entre 4 et 6 minutes. Eh bien, l'alambic type MOT, on va pareil être autour d'une dizaine de minutes, tandis que sur un distillateur type DE2000 ou DE Evo, des laboratoires du Jardin Saleron, là, on sera entre 4 et 6 minutes. Là aussi, il y a un intérêt aussi sur des sites de production pour être beaucoup plus efficace. C'est des outils que je vois de plus en plus sur des sites brassicoles, par exemple. Donc les avantages, eh bien, rapidité d'exécution, simplicité. C'est vrai que l'analyse du titre alcoométrique, elle nécessite d'être soigneux sur la prise d'échantillons, notamment la prise de température, mais après, en fait, c'est assez simple finalement. Les inconvénients, c'est assez long pour les échantillons avec peu ou pas d'alcool, notamment en distillation directe, avec un risque de pyrogénation, donc là où ça peut brûler des matières extractibles. À savoir que sur l'Alco 02, on s'affranchit de cette problématique-là, puisqu'on est sur un bloc chauffant et on n'est pas directement sur une flamme. Pour la distillation entraînement vapeur, l'avantage, c'est surtout la polyvalence. La polyvalence dans le sens où on va pouvoir faire 3 types d'analyses. Le titre alcoométrique, l'acidité volatile, l'acide sorbique. Ensuite, on va pouvoir, adapter ce type de mesure pour le contrôle des lits. On va pouvoir adapter cette mesure pour l'acidité volatile, l'acide sorbique, et
L'inconvénient, c'est que ça va être moi, je préfère limiter ce type d'appareillage sur des échantillons dont le titre alcoométrique volumique est inférieur à 40. Je vous dis, c'est une recommandation. J'ai des clients qui sont dans des structures laborantines, eh bien, ont pu valider des distillateurs entraînement vapeur pour des distillats qui font 40 et plus. Par contre, ça nécessite d'être extrêmement fin et précis dans ces prises d'échantillons, dans la verrerie que l'on va utiliser. Je pourrais répondre à vos questions justement à ce sujet-là à la fin de cette intervention. Pour mesurer l'acidité volatile après une étape de distillation, ben, plusieurs éléments sont possibles. On va pouvoir utiliser une burette de titration, comme vous le voyez sur l'image de gauche, ou alors une solution terrain. Vous allez avoir une mallette de titration, pareil avec une burette de titration. Et là, ben, en fait, on va pouvoir titrer avec un indicateur coloré qui est la phénylphtaléine, avec une solution de titration qui est la soudène sur 10, et eh bien, on va pouvoir mesurer la concentration en acidité volatile. Vous voulez automatiser vos analyses, et bien là, moi je vous recommanderais d'utiliser le Titra Evo, justement, pour pouvoir mesurer l'acidité volatile de votre distillat, mais là on sera par mesure pH métrique. Voilà. Pour la mesure de l'acide sorbique, après une étape de distillation, si vous regardez en fait, la méthodologie, référencée dans le guide pratique de l'OIV, eh bien, on recommande de faire ce qu'on appelle une gamme étalon. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment faire une gamme étalon, mais l'idée, c'est d'avoir, eh bien, différentes fioles avec différentes concentrations d'acide sorbique que l'on va pouvoir passer sur un spectrophotomètre, qui peut mesurer dans l'UV notamment. Et là, on va utiliser une cuve en quartz. Et donc là, après, ça va nous permettre, au travers de notre gamme étalon, de tresser une droite. Et lorsque l'on va pouvoir passer notre échantillon, on pourra savoir où se situe en fait notre échantillon sur cette droite. Et de pouvoir, par conséquent, trouver eh bien, la concentration. Alors pour la distillation avec le DE Evo, sachez que sur notre chaîne YouTube du Jardin Saleron, eh bien, vous allez pouvoir retrouver la vidéo démonstration du DE Evo. Voilà, le DE Evo, c'est notre distillateur automatique euh, qui s'arrête par pesée de distillat. Vous allez pouvoir voir l'étape de préparation de l'appareil, la préparation de l'échantillon et enfin la distillation et la récupération du distillat. Moi, je vous invite vraiment à prendre le temps de regarder cette vidéo-là. Ça dure 7-8 minutes et là, ça vous permet d'avoir un aperçu précis de la manière dont on utilise le DE-Evo. Venons-en au test de conformité. Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que nos distillateurs, DE-Evo et DE2000, et même l'Alco 02, eh bien, subissent des tests de conformité. Nos distillateurs entraînement vapeur, donc le DE2000 et le DE-Evo, eh bien, font l'objet des tests de conformité OIV, notamment en ce qui concerne l'extraction de l'acide acétique, la rétention de l'acide lactique et le test des 5 distillations successives. À cela, on va ajouter, nous, le test de l'eau. En fait, ce test de l'eau, il sert à voir si, eh bien, vous n'allez pas, comment dire, entraîner du CO2. Donc, vous savez que le CO2 est un acide, hein, qu'on appelle l'acide carbonique finalement, dans votre distillat. Et donc, ce test, il est très simple, hein. Vous prenez un échantillon d'eau que vous allez distiller. Vous allez récupérer, par exemple, 200 millilitres de distillat, dans lequel vous ajoutez quelques gouttes d'indicateur coloré. Et normalement, à la première goutte de soudaine sur 10, eh bien, ça doit virer. Ça veut dire que là, bah, en fait, vous n'avez pas entraîné d'acide carbonique, de CO2. Voilà pour le test de l'eau. Ensuite, le test des 5 distillations successives, celui-là, il est très important. Il est le gage et le garant eh bien, de la fiabilité sur la mesure du titre alcoométrique. C'est-à-dire qu'à l'issue des 5 distillations d'un échantillon qui fait 10 degrés d'alcool, eh bien, la perte maximum tolérée, elle est de 0,1 degré d'alcool.
Alors ça, moi, je vous le dis, par exemple, hier, j'ai fait une installation d'un distillateur, eh bien, on était à moins de 0,05 degrés d'alcool de perte. Pour vous dire la fiabilité quand même des équipements du jardin Salomon. Ensuite, le contrôle de l'extraction de l'acide acétique, eh bien là, vous allez faire une mesure sur une solution d'acide acétique à 0,1 N, voilà, une mesure directe. Et puis après, vous allez faire une mesure suite à la distillation de 20 millilitres d'échantillons. Voilà. Alors, il y a une petite subtilité, ça, on pourra en reparler justement au travers des questions, mais ce test, il impose que l'appareil puisse extraire à minima 99,5% de l'acide acétique. C'est vous dire comment on pousse l'appareil dans ses retranchements, puisque c'est des concentrations qu'on ne retrouve jamais dans les vins et spiritueux. Ensuite, le contrôle de la rétention de l'acide lactique, ben là, on va valider notamment eh bien, la colonne de distillation, sa capacité à retenir l'acide lactique. Et donc là, eh bien, on va utiliser une solution d'acide lactique à 1 N. On va faire une mesure directe avec une prise d'échantillon d'acide lactique de 20 millilitres. Et ensuite, on va faire une mesure après distillation de 20 millilitres d'échantillon. Et là encore, on pousse l'appareil dans ses retranchements puisque la législation impose à ce que la valeur maximum tolérée de rétention, elle doit être de 5 pour 1000. Voilà. Alors, aspect pratique et recommandations. Il faut savoir que la méthode OIV est en constante recherche d'amélioration continue. Et nous, c'est vrai qu'au sein des laboratoires du Jardin Saleron, on s'apercevait que, en fonction des clients, en fonction des qualités d'eau déminéralisée utilisées, eh bien, parmi vous, certains avaient des difficultés à avoir, eh bien, précision dans leurs résultats. Eh bien, aujourd'hui, depuis novembre 2021, la dernière mouture en ce qui concerne la méthodologie concernant la distillation par entraînement vapeur pour la mesure du titre alcométrique, eh bien, elle impose une catégorie d'eau déminéralisée spécifique à utiliser. C'est-à-dire, si vous regardez la méthodologie, ils imposent une eau de catégorie 2. Donc là, ça doit eh bien, satisfaire à 4 différents contrôles, et notamment la teneur en silice, les cendres, la conductivité, etc. Donc là, en fait, on va justifier le fait que notre eau, en clair, elle est la plus pure possible. Ensuite, aspect pratique, bah, le dégazage des échantillons avant analyse. Mais là, c'est plus aussi une question de bon sens, puisque forcément les bulles de gaz prennent du volume dans et donc, comment voulez-vous mesurer 200 millilitres d'échantillon précisément si vous avez du gaz dans votre échantillon? Donc là, important de dégazer les échantillons. Alors moi, au sein des laboratoires du Jardin Saleron, je préconise 2 type de dégazage. Soit j'utilise une, trompe à vide, voilà, soit j'ai hem, mince, un bain, à ultrasons pour dégazer les échantillons. Voilà. En ce qui concerne les économies d'eau, vous voyez, aujourd'hui, j'allume la radio, on est au mois de mai et j'entends qu'il y a des, restrictions sur l'usage de l'eau dès le début mai. Effectivement, je pense que ces notions, de développement durable sont très importantes et à prendre au sérieux. Mais en plus de cela, la température de votre circuit de réfrigération, il aura un impact majeur sur la précision de mesure par la suite, puisque forcément, plus votre eau sera chaude, plus il sera difficile d'avoir un distillat inférieur ou égal à 20 degrés Celsius, et donc avec un risque de perte d'alcool par évaporation. Donc nous, on va recommander justement l'installation de groupes de froid, donc de type mini Frio ou Frio Evo, pour justement répondre à cette logique de développement durable et d'optimisation de température de réfrigération. Ensuite, le clapet anti-retour, c'est vrai que ça fait l'objet, de nos distillateurs automatiques. Ça, c'est aussi pour, ne pas, polluer notre générateur de vapeur. C'est aussi ce qui fait la robustesse de nos équipements puisque, on a la fierté, voilà, j'ose le terme, effectivement, on peut être fier du travail que l'on fait,
lorsque l'on propose des équipements et que nos clients aujourd'hui, 15 ans, presque 20 ans après, eh bien, utilisent encore nos distillateurs. Enfin, la maintenance du générateur de vapeur, effectivement, pour, assurer, une durée de vie, eh bien, sereine de vos équipements, ça va nécessiter effectivement une maintenance sur vos équipements et notamment sur le générateur de vapeur qui est quand même, pour moi, l'organe clé des distillateurs par entraînement vapeur. Donc en résumé, eh bien, DE Evo et DE 2000, eh bien, sont, identiques sur ce point-là, c'est qu'ils ont le même générateur de vapeur. Générateur de vapeur puissant, on est sur des appareils qui font 2 800 watts. J'insiste là-dessus parce que, heu heu, il faudra prévoir lorsque vous voudrez brancher cet équipement-là, une prise spécifique. En aucun cas, on le branchera sur une multiprise avec d'autres équipements. Le DE Evo et le DE 2000 s'arrêtent automatiquement, mais alors, le DE Evo, lui, va se distinguer par une balance qui va pouvoir peser le distillat. Voilà. Et là, en fait, rassurez-vous, cette balance-là, c'est pas une balance de métrologie. Voilà. Ça, c'est pour répondre aussi à, la législation COFRAC, notamment la GenRef 10, qui, impose, justement un contrôle des instruments de métrologie. Eh bien, la balance de pesée n'est pas un instrument de métrologie. Enfin, le contrôle de la température du circuit de réfrigération, beh, les 2 appareils disposent, eh bien, de sondes de température en sortie de réfrigérant. Ça, c'est très important et j'irai même plus loin, c'est que le DE Evo, on a une alarme qui, lorsque la température du réfrigérant dépasse les 25°C, l'alarme, émet un bip sonore. Et pour terminer, eh bien, ce DE Evo, il va se distinguer du DE 2000 aussi par un aspect pratique et j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que si parmi vous, vous avez, eu l'occasion de distiller par le passé, vous avez pu mesurer la difficulté de refroidir et de rincer le ballon de distillation. C'est assez fastidieux et bien là, sur le DE Evo, on a mis en place un pistolet de rinçage et là, bah, ça vous permet tant de bien rincer votre verrerie, mais aussi de refroidir la verrerie. Et là, bah, pour le coup, plus de soucis. Donc j'arrive au bout finalement de cette intervention. En tout cas, je vous remercie d'avoir été si nombreux pour, cette, présentation. Vous pourrez la partager, partager le lien autour de vous et puis vous pourrez la retrouver également sur notre chaîne YouTube et je vous invite aussi à partager le lien de cette chaîne YouTube. Moi, je me tiens à votre disposition, tant par mail que par téléphone. Ceux qui, ont l'habitude que l'on travaille ensemble savent que, eh bien, je sais me rendre disponible, heu, sur l'ensemble du territoire français pour, les demandes qui concernent l'export. Eh bien, je vous inviterai à vous rapprocher de ma collègue, Anne, en envoyant notamment un mail à info@dujardin-saleron.com. Voilà. On va arriver, eh bien, à la session de questions-réponses. Je vais revenir au début de ma présentation. Voilà. Et donc, on va commencer par la première question. OK. Alors là, la première question, très bien, ça veut dire que vous avez bien suivi la présentation. Alors, première question, c'est concernant, le test de conformité de l'acide acétique. OK, vous exposez, vous avez un souci justement vous, pour, bien extraire. Alors en fait, c'est vrai qu'il y a une vraie subtilité. La première, c'est que c'est un test qui se fait en 3 temps. Le premier temps, vous allez mettre, eh bien, de l'eau dans votre, ballon de distillation. Vous allez mettre à distiller pendant 4 minutes, voilà. Ensuite, dans un deuxième temps, vous allez mettre 20 millilitres d'acide acétique à 0,1 N et récupérer dans un Erlenmeyer de 500 millilitres, 250 millilitres de distillat. Et là, en fait, ce distillat-là, vous n'allez pas le mesurer, vous n'allez pas le contrôler. À l'issue de cette première distillation, finalement, vous allez vider le ballon et vous allez directement, sans refroidir, remettre 20 millilitres d'acide acétique 0,1 N et récupérer dans un Erlenmeyer de 500 millilitres
250 millilitres d'acide acétique. Voilà. Et là, ce deuxième passage d'acide acétique, celui-ci, vous allez le contrôler. C'est très important parce qu'en fait, le premier, eh bien, il permet d'éliminer finalement les éventuelles traces d'eau, etc. Et puis c'est surtout que le deuxième passage, on est sûr que le ballon soit à très très bonne température. Voilà, c'est très important. OK, deuxième question. Ah, encore concernant les tests, très bien. Donc là, c'est concernant le test de rétention d'acide lactique. Alors là, la subtilité, on va pousser l'appareil dans ses retranchements en le mettant dans les conditions les plus difficiles. Et donc, plutôt que de faire une étape de préparation où je vais préchauffer la verrie, bah là, on va faire ça verrie froide. Et donc, ça peut être, par exemple, au démarrage de l'appareil, vous mettez vos 20 millilitres d'acide lactique et vous récupérez et non pas dans un Erlenmeyer, mais là, vous allez récupérer dans une fiole jaugée de 250 millilitres. Voilà, et vous récupérez bien au trait de jauge. Et là, ensuite, vous faites, votre mesure directement. OK, sur l'entretien des appareils, très bien, très bonne question également. Alors plusieurs choses. La première, bah, l'entretien courant journalier, moi, ce que je recommande, c'est d'utiliser, de l'eau déminéralisée. Allez, mettez-en 150-200 millilitres dans le ballon et utilisez une spatule ou une cuillère à café, d'acide tartrique et vous laissez tourner 4 à 6 minutes, voilà. Il n'est pas nécessaire de refroidir finalement le ballon par la suite puisque j'imagine que c'est à la dernière étape de la journée. Vous faites juste la vidange et le lendemain matin, l'étape de préparation, eh bien, assurera le rinçage et puis le préchauffage de la verrie. OK, sur l'Alco 02, est-ce qu'il y a, des éléments à prendre en compte concernant l'entretien? Bah, c'est surtout le graissage, puisque vous êtes sur un cône en aluminium qui vient, s'insérer dans un bloc chauffant. L'idée, si vous voulez pas faire de la soudure, c'est vraiment de s'assurer que, le cône soit bien graissé, et aussi pour assurer une bonne, conduction de la température. Très bien, concernant les groupes de froid, OK. Donc les groupes de froid, en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe pas mal de groupes de froid sur le marché et parmi eux, ils ont à peu près tous les mêmes débits de pompe entre 20 et 25 litres minute. Ce qui va être important sur les distillateurs, c'est surtout la capacité de la cuve. Entre un groupe de froid qui a une cuve qui fait 45-48 litres comme ce que l'on propose et un groupe de froid dont la cuve elle fait entre 5 et 7 litres et demi, bah, vous imaginez bien qu'un groupe de froid qui a une cuve qui fait 48 litres, eh bien le compresseur, on va moins le solliciter. Voilà. Donc avec moins de nuisances sonores aussi au sein de votre laboratoire et puis aussi, je dirais, on tire moins dessus si je puis dire. Voilà. Consigne de température, notamment sur le groupe de froid, bah, moi je les cale entre 10 et 12 degrés Celsius pour s'assurer d'avoir un distillat autour de 17 degrés. Voilà, c'est très bien. C'est un élément, fondamental. Est-ce que l'on assure une mise en service des équipements ou est-ce que l'opérateur peut être autonome? Ben, en fait, tout dépend de votre, niveau d'expérience. J'ai envie de dire, si vous aviez déjà un équipement de distillation, même, enfin de chez nous, auparavant, j'ai envie de dire la mise en service, vous en avez pas forcément besoin. Ceci dit, les personnes bougent au sein des structures. Et c'est important d'avoir tous la même information au même moment. C'est pour ça que les mises en service, eh bien, j'insiste là-dessus pour pouvoir, eh bien, les effectuer. À savoir que ces équipements-là sont des équipements qui sont, fonctionnels et qui sont destinés à tout type de structure. J'en installe, dans des petites structures type, des micro-distilleries, dans les Alpes et j'en installe aussi dans des grosses usines où on va embouteiller de l'eau, par exemple, avec, des usines qui auraient des nouveaux marchés. J'en installe dans des laboratoires, j'en installe dans des, comment dire? Dans des organismes de contrôle comme, les douanes, voilà. En fait, finalement, ce ne sont pas des équipements uniquement destinés à un secteur d'activité. Moi, je prends l'exemple d'une brasserie, aujourd'hui, vous êtes brasseur, vous commencez à faire plus de 15 000 hectolitres de bière, ben là, en fait, il est grand temps de penser à vous équiper pour contrôler de manière analytique votre bière, voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui,
Il existe tout un tas d'équipements, moi que j'appelle où j'appuie sur un bouton et j'ai une feuille de données, de résultats qui apparaît. Ce qui est important, c'est de vérifier l'exactitude et la fiabilité de ces résultats. Loin de moi l'idée de remettre en question ces résultats, mais c'est important de bien caler ces machines avec un appareil qui fait des analyses de référence. Voilà. Alors, OK, distillation, entraînement vapeur. Alors là, c'est un autre cas de figure. C'est-à-dire que là, moi, je parlais d'équipements pour faire des analyses et pas d'équipements pour faire, de la production. Pour la production, vous avez notre alambic planté liqueur, hein, que vous retrouvez chez nous, la référence 142-200. Sinon après, pour, la production, beh, si vous avez, l'occasion de passer sur le salon Distilo à Milan, eh bien, vous aurez l'occasion de voir, en avant-première mondiale, j'insiste là-dessus parce que c'est une innovation, née dans les ateliers du Jardin Salleron à Noiset, en Touraine, eh bien, une unité de distillation sous vide. Voilà. Allez, on va prendre une dernière question. OK, alors, que je revienne, OK, sur la diapo. OK. Alors oui, là, c'était juste schématique, hein, c'était un chauffe-ballon, mais, en fait, il y a plusieurs, possibilités de chauffer finalement votre échantillon. Soit je suis avec un bec benzène, soit je suis avec un chauffe-ballon, soit je suis avec une résistance qui va, chauffer de l'eau pour la passer à l'état vapeur, soit je suis avec un générateur de vapeur, soit je suis avec un bloc chauffant. Donc vous voyez, les possibilités sont multiples, mais moi, ce que je vous invite en premier lieu, c'est de venir vers nous exposer votre projet, voir où vous en êtes, où vous voulez aller et voir ce que l'on peut mettre en place ensemble. En tout cas, moi, j'étais, vraiment ravi de prendre ce temps d'échange avec vous. Pour ceux qui n'auraient pas pu prendre toute l'intégralité des informations, rassurez-vous, vous pourrez, retrouver cette présentation sur notre chaîne YouTube en replay et vous pourrez la partager à bon escient. En tout cas, moi, je vous souhaite, eh bien, tout le meilleur, de belles, distillations, et puis, je vous souhaite surtout, des résultats fiables dans le temps. Merci à vous et au revoir.